Nous allons voir dans cette partie une application physiologique des connaissances acquises sur les bulles de savon. Nous allons en effet faire le lien entre la notion de tension de surface et la respiration. À chaque inspiration, de l'air pénètre dans la trachée jusqu'aux bronches. Ces dernières se ramifient de plus en plus jusqu'aux alvéoles pulmonaires, qu'on peut schématiquement comparer à de petits sacs à la paroi élastique. Au niveau de chaque alvéole, un échange gazeux s'opère. L'oxygène diffuse à travers la paroi pour se solubiliser dans le sang circulant dans les capillaires sanguins, alors que le dioxyde de carbone suit le chemin inverse pour être évacué lors de l'expiration. Quelques chiffres donnent le tournis. Les poumons humains comptent environ 300 millions d'alvéoles, représentant une surface d'échange d'environ 200 mètres carrés. De plus, ces alvéoles sont gonflées en moyenne 20 000 fois par jour. La paroi d'une alvéole est constituée de deux types de cellules appelées pneumocytes. Les pneumocytes de type 1 sont caractérisés par leur forme aplatie et sont accolés aux capillaires sanguins. Ces cellules sont responsables des échanges gazeux entre l'air contenu dans les alvéoles et le sang. Les pneumocytes de type 2 ont une forme différente et nous verrons leur utilité dans quelques instants. Un peu de patience. L'air n'est pas au contact direct de ces cellules. Une fine couche d'eau nommée hypophase tapisse en effet la surface interne des alvéoles. On a donc au niveau de cette surface la présence d'une interface air-liquide caractérisée par une tension de surface. Comparons maintenant une alvéole pulmonaire à une bulle d'air. Contrairement à la bulle, le rayon d'une alvéole change régulièrement au cours de l'inspiration et de l'expiration. Nous avons vu que la loi de Laplace permet de relier la surpression régnant dans la bulle d'air à son rayon et à la tension de surface régnant à l'interface. Cette loi permet de montrer que la tension de surface s'oppose à la dilatation. C'est donc également le cas au niveau d'une alvéole pulmonaire. Nous venons de voir que la tension de surface s'oppose à la dilatation des alvéoles. Posons maintenant comme hypothèse que l'hypophase est uniquement composée d'eau, dont la tension de surface est de l'ordre de 70 millionewtons par mètre. Dans ce cas, la surpression théorique, calculée à partir de la loi de Laplace, serait très supérieure à la surpression réellement mesurée. En effet, la tension de surface de l'hypophase est en fait nettement inférieure à celle de l'eau pure. Elle est de l'ordre de 5 à 25 millionewtons par mètre. Cet écart important est dû à la présence d'un film de surfactant pulmonaire présent à la surface de l'hypophase. Le surfactant pulmonaire est un mélange complexe de lipides et protéines. Il est synthétisé par les pneumocytes de type 2 dont nous parlions précédemment. Ce film diminuant la tension de surface, il facilite la dilatation des alvéoles lors de l'inspiration et il permet également de les maintenir ouvertes à l'expiration. De plus, ce film possède également des propriétés anti-adhésives qui favoriseraient l'ouverture des alvéoles. Enfin, ce film se comprime lors de l'expiration du fait de la diminution de surface de l'alvéole. Il forme alors un revêtement semi-rigide, empêchant que l'alvéole s'écrase sur elle-même. Il est bien sûr indispensable de contrôler la quantité de surfactant. Cette fonction est dévolue aux pneumocytes de type 2, qui assurent également sa synthèse, comme nous l'avons vu. En effet, si le surfactant est en excès, les alvéoles sont trop distendues. S'il est en quantité insuffisante, les alvéoles s'effondrent sur elles-mêmes, entraînant une fatigue rapide des muscles respiratoires qui tentent de compenser la diminution des échanges gazeux. Cette insuffisance en surfactant pulmonaire est en particulier la cause de la détresse respiratoire chez le nouveau-né prématuré. On dispose heureusement de surfactants exogènes administrés aux prématurés par intubation et accompagnés d'un éventuel traitement accélérant la maturation des poumons. Les molécules composant le surfactant pulmonaire sont majoritairement amphiphiles. Elles permettent de former un film stable. Le surfactant pulmonaire est constitué de 80 à 90% de lipides. Le lipide majoritaire est le phospholipide DPPC, caractérisé par la présence de deux chaînes carbonées saturées, de 16 atomes de carbone chacune. D'autres lipides, en quantité plus faible, complètent la composition du surfactant pulmonaire. C'est le cas du phosphatidylglycérol, PG, phospholipide rare en dehors du système pulmonaire, ou du cholestérol. Enfin, la présence de lipides insaturés permet d'ajuster la fluidité du mélange lipidique. L'ensemble de ces lipides forme un film au niveau de l'hypophase, les têtes polaires étant plongées dans l'hypophase et les chaînes étant tournées vers l'air contenu dans les alvéoles. Ce film est la véritable ossature du système moléculaire tapissant les alvéoles.
En dehors de ces lipides, le surfactant contient également 4 protéines, nommées SPA, B, C et D. Les protéines SPA et D sont de grosses protéines hydrophiles. Elles sont impliquées dans la régulation du métabolisme du surfactant et son recyclage. Elles participent également au mécanisme de défense antimicrobienne. Elles possèdent en effet des sites de reconnaissance pour les chaînes glucidiques présentes à la surface des micro-organismes. Les protéines SPB et C sont au contraire de petites protéines très hydrophobes, fortement associées aux lipides, dont elles favorisent l'absorption et l'étalement. Finalement, au cours d'un cycle respiratoire, la surface de l'alvéole varie. Le film de surfactant doit donc s'adapter en permanence à la surface disponible. Lors de l'inspiration, à droite sur l'écran, la surface étant importante, le surfactant est organisé sous la forme d'une monocouche de densité moléculaire variable. Lors de l'expiration, à gauche sur l'écran, l'alvéole se dégonfle, la surface accessible au surfactant diminue et ce dernier s'organise alors en multicouches empilées les unes sur les autres. En résumé, l'inspiration provoque l'étalement des molécules de surfactant, tandis que l'expiration provoque leur empilement.